Nous allons démarrer la journée aujourd'hui avec un focus pays, puis un panel et un autre focus pays pour la matinée. Je vais inviter Gilles Acogny tout de suite à les introduire. Merci. Sans plus attendre, je vais inviter le modérateur de ce premier panel qui va présenter deux pays, les focus pays, sur le processus d'industrialisation dans la zone UEMOA, des bilans et des perspectives. Pour cela, le modérateur sera le coordinateur national du programme pays pour l'ONUDI, que je vous invite à accueillir chaleureusement sous vos applaudissements, M. Malik Sy. Bonjour à tous. Je voudrais commencer mon propos par remercier UEMOA à titre pour cette belle opportunité qui nous offre de parler un peu de ce sujet sur lequel on travaille dans le monde entier, l'industrialisation, et particulièrement en Afrique. Remercier donc M. Gilles Acogny donc pour l'introduction. Je pense que je vais commencer par remercier toute l'assistance donc pour son attention. Je voudrais commencer peut-être par introduire les panélistes et les appeler. Donc, le focus pays, donc, ce sera sur deux pays, donc la Côte d'Ivoire et le Bénin. Je voudrais commencer par appeler donc, les deux délégations pour qu'ils viennent s'installer. Donc, du côté du Bénin, M. Eli Idou, nous vous invitons à venir vous installer. C'est M. Eli Idou est le directeur général adjoint de l'économie. Ensuite, je voudrais inviter M. Clément Aziani-Kouda, qui est le directeur des affaires monétaires et financières. Du côté de la Côte d'Ivoire, je voudrais inviter au panel M. Arthur Augustin Pascal Aoussi, qui est le directeur général adjoint du Trésor. Ensuite, inviter M. Ange Uriel Koudoubei, qui est le sous-directeur des études d'analyse. Et enfin, M. Yacouba Fofana, chef de service direction des prévisions des politiques et statistiques économiques. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais introduire ce focus pays en parlant un peu de l'ONUDI, de mon organisation bien sûr. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour moi un prétexte pour parler un peu, avant d'arriver dans la zone UEMOA et de parler des CAF, des focus pays, de parler du contexte mondial en général par rapport à l'industrialisation, mais également du contexte africain en général également. Voilà, donc, je suis le coordonnateur national du programme pays entre l'ONUDI et le Sénégal. Donc, nous avons des programmes pays dans tous les pays du monde et je coordonne donc tout le programme pays. Une brève présentation de l'ONUDI. Donc, ça, c'est le siège de l'ONUDI donc à Vienne. L'ONUDI est une des organisations spécialisées des Nations Unies qui s'occupe du développement industriel, qui est basée à Vienne. Vienne, c'est un peu le troisième centre des Nations Unies après New York et Genève, et où on regroupe ONUDI, l'AIEA, Agence pour l'énergie atomique, etc., et aussi l'Agence des Nations Unies pour la lutte contre la drogue. Et donc, nous sommes 170 pays membres donc, au niveau de l'ONUDI. Et dans ces 170 pays membres, les priorités qui ont été fixées, c'est d'abord de développer la prospérité pour le développement des activités productives et aussi l'emploi des jeunes et des femmes. Donc ça, c'est l'une des priorités. Ensuite, soutenir tout ce qui est compétitivité des entreprises, sauvegarder l'environnement et le climat, renforcer les connaissances et des institutions. Donc nous publions régulièrement des statistiques sur le développement industriel à travers le monde. De nombreux également rapports des études sur tous les aspects du développement industriel,
partage des meilleures pratiques industrielles, nord-sud, etc. Ensuite, l'ONUDI intervient, c'est une agence qu'on appelle d'assistance technique, parce que dans le système des Nations Unies, il y a les fonds qui financent, mais nous sommes plus dans l'assistance technique, hein, donc sur tout ce qui est l'élaboration de politiques industrielles, mais également la mise en œuvre de ces politiques industrielles, donc analyse et conseil stratégique, élaboration et conformité aux normes, etc. Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes 170 pays membres, nous avons une présidence tournante par continent. À un moment donné, c'était l'Amérique latine, il y avait donc quelques années, c'était l'Afrique. Le dernier mandat, c'était la Chine, l'Asie, donc, et actuellement, c'est l'Europe. Hein, donc, c'est un Allemand qui dirige, c'est l'Allemagne qui dirige actuellement l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Nous sommes près de 700 fonctionnaires, donc dans le monde entier. Alors, je parlais tout à l'heure des publications. Nous faisons régulièrement des publications sur des sujets stratégiques concernant le développement industriel dans le monde. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des statistiques, mais également, par exemple, des documents tels que le guide pratique pour monter les parcs industriels, etc. Hein? Je passe rapidement parce que, bon, c'est juste une introduction de 10 minutes. Alors, il y a une publication que j'ai particulièrement tenu à commenter ici, c'est par rapport à l'impact de l'industrialisation sur le développement humain. On en parle pas. Dans quelle mesure l'augmentation de la part de l'industrie dans la valeur ajoutée dans le PIB se traduit par une diminution considérable de la pauvreté, une meilleure performance en termes de développement humain, un meilleur accès aux services de base, services sociaux de base, éducation, santé, etc., une espérance de vie plus longue et une plus grande égalité entre hommes et femmes et aussi une diminution du travail des enfants. Donc le développement industriel impulse tout cela. Une autre étude a montré qu'en fait, les pays industrialisés ont été plus résilients à la pandémie du Covid. Hein, donc, et ça, c'est une étude qu'il a démontré. Donc, je voudrais juste mettre le focus sur ces deux études-là. Ensuite, passer sur les avantages de l'industrialisation. Donc, l'industrialisation, d'abord, stimule tout ce qui est productivité en introduisant de nouveaux savoir-faire. Les nouvelles techniques et technologies, absorption technologique, système d'innovation, etc. Le deuxième point par rapport à l'avantage de l'industrialisation, c'est qu'il contribue au changement structurel de l'économie. Donc l'industrie structure toute l'économie. Donc c'est un véritable moteur du développement économique en général et également au-delà du développement social. Oui. Ah d'accord, ok. Oui, en fait, mon problème c'est l'écran. Donc, est-ce qu'il y a un micro-baladeur peut-être? Comme ça, je pourrais... Oui, si je pourrais avoir un micro-baladeur. Ensuite, l'industrialisation crée des emplois qualifiés. Hein, donc, parce que si vous, par exemple, visitez le parc de Diamniadio, en général, le développement industriel pousse à des emplois beaucoup plus qualifiés, en général. L'industrialisation aussi suscite des gains de productivité. Merci. Améliore la qualité des produits, rationalise la production et améliore la sécurité du personnel. Et surtout, l'industrialisation structure le secteur primaire. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains, on essaie de travailler sur la transformation de nos produits agricoles. Donc l'industrie tire l'agriculture, l'élevage, la pêche en général. Donc ça structure et crée aussi, développe des services de haute valeur ajoutée. À l'ONUDI, depuis 2014, nous avons lancé un nouveau concept. On faisait du développement industriel, mais les deux nouveaux concepts que nous avons introduits, c'est un développement industriel inclusif et durable. Donc il y a deux nouveaux mots qui entrent maintenant dans toutes nos interventions à travers le monde. C'est la notion d'inclusion, mais également la notion de durabilité, hein, pour une prise en compte de l'environnement dans le développement industriel, parce que l'industrie est très polluante. Cela veut dire que chaque pays a un niveau d'industrialisation plus élevé dans son économie et bénéficie de la mondialisation des marchés et des services. Donc avec cette mondialisation, donc, chaque pays a intérêt à entrer dans l'industrie pour pouvoir échanger beaucoup plus de produits. Personne n'est laissé de côté, donc tous les pays sont pris en compte.
hein, pour corriger un peu ce déséquilibre entre les pays occidentaux et les pays africains dans le processus de développement industriel. Une croissance économique et sociale plus large et soutenue dans un cadre écologique durable, donc de la production propre. Ensuite, les connaissances et les ressources uniques de tous les acteurs de développement concernés sont combinées pour maximiser l'impact du développement industriel sur le développement. Alors, j'ai insisté un peu sur le mot inclusion. Donc, quand on parle d'inclusion, c'est d'abord l'inclusion territoriale. Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, vous allez avoir, c'était 90% du tissu industriel concentré dans la seule région de Dakar, dans la capitale. Maintenant, avec la nouvelle dynamique, il va y avoir de l'industrie dans les 14 régions du Sénégal. Donc, vraiment, la notion d'inclusion territoriale et d'équilibre des territoires pour freiner l'exode rural, l'immigration clandestine, etc., est une donnée essentielle. L'inclusion économique, nous avons des ressources enfuies dans nos tiroirs, dans nos terroirs. Il faut les sortir et les valoriser. Donc, c'est également l'inclusion économique pour pouvoir développer toutes les ressources économiques du pays. L'inclusion sociale permet dans les différents territoires à toutes les forces vives de la nation de contribuer au développement en général. L'inclusion technique et technologique, parce que pour faire du développement industriel, il faut combiner plusieurs, comment dirais-je encore, approches techniques et technologiques pour pouvoir y arriver. Et enfin, l'inclusion financière. Il faut mobiliser plusieurs sources de financement, public, privé, des dons et des prêts pour pouvoir arriver à impulser un service. Donc, c'est pour cela que ce mot inclusif est extrêmement important dans notre nouvelle approche de développement et aussi la question de durabilité. Et nous développons cette nouvelle approche dans ce qu'on appelle les programmes de partenariat pays, parce que nous savons que tout ça, ça fait beaucoup de choses. Un seul pays, une seule institution ne peut pas développer, nous n'avons pas cette ambition, mais l'idée c'est que maintenant toute notre intervention est basée sur le développement de partenariats tous azimuts. Hein. Partenariat avec, bien sûr, au niveau local, mais également partenariat avec, les institutions internationales, etc. Alors, l'idée du PCP, c'est de promouvoir et accélérer le développement industriel et dans les 170 pays membres, renforcer le soutien des pays dans leur effort pour exploiter pleinement leur potentiel industriel, tirer profit de la mondialisation des marchés, des biens et des services, promouvoir une croissance économique et sociale plus vaste. Et on a démarré cette approche avec 3 pays pilotes, Sénégal, Pérou et Éthiopie, en Amérique latine et en Afrique. Et là, actuellement, c'est en train de s'élargir d'année en année. Le deuxième lot a été donc le Cambodge, le Kyrgyzstan et le Maroc. Et le troisième lot avec le Rwanda, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, le Zambie et le Kenya. Donc, ce concept se développe actuellement dans tous ces pays-là. Rapidement, je passe sur l'industrialisation à l'Afrique. Pour aller vite, c'est la part de l'industrie dans le PIB mondial. Vous voyez ici, il est très faible en Afrique, hein, donc un peu au-dessus de 10%, alors que dans les pays, dans le monde en général, c'est au-dessus de 16%. Également, ici, dans ce schéma, on voit qu'en Afrique, il est très faible, c'est en vert. En bleu, il est développé, donc c'est en Amérique. Le vert, c'est l'Europe et en Asie. Et vous voyez que la part de l'Asie augmente d'année en année, alors qu'en Afrique, ça stagne. C'est toujours les 2 boutons verts que vous avez à gauche. Hein. L'Asie développe son industrie de plus en plus. On le sait, par exemple, que la Chine a à un moment donné l'industrie de tout le monde entier. Maintenant, de plus en plus avec la crise du Covid, donc on revient sur la réindustrialisation, notamment en Europe. Donc, pour les politiques, l'industrialisation est une volonté politique affichée dans tous les programmes de développement. Afrique 2063, priorité au développement industriel accéléré de l'Afrique. Agenda 2030 des Nations Unies s'inscrit, c'est l'ODD numéro 9. L'Assemblée générale des Nations Unies, 3e décennie du développement industriel en Afrique. Ensuite, la ZLECAf est une politique d'industrialisation parce que pour vendre et profiter de l'ouverture des marchés, il faut faire des produits manufacturés, pas uniquement des produits primaires. Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel également. Et enfin, l'Union africaine. Récemment, il y a 2 mois, il y a eu le grand sommet donc sur l'industrialisation de l'Afrique à Niamey. Et il y avait beaucoup de chefs d'État africains qui étaient présents. Donc voilà quelques propos introductifs que je voudrais donc partager avec vous. Et maintenant, je vais laisser la parole aux panélistes pour nous présenter un peu ce focus pays sur le cas du Bénin et de la Côte d'Ivoire pour mieux voir ce qui se passe en Afrique par rapport au processus d'industrialisation. Merci de votre attention.
donc nous allons commencer peut-être par le Bénin, donc pour nous parler un peu du processus d'industrialisation au Bénin. Merci. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier M. Sela, le modérateur, remercier Imoatit pour ces rencontres qui ont commencé depuis quelques années et vous remercier, vous, nos partenaires, les investisseurs qui accompagnent le Bénin depuis quelques années dans tout ce que nous réalisons et vous invite à nous soutenir davantage. Comme l'a dit M. Sela, nous allons faire la présentation du Bénin sur le processus d'industrialisation qui s'opère actuellement dans notre pays. Donc la présentation va se faire en deux phases. La première phase, je vais présenter la situation économique du Bénin, bilan et perspective à moyen terme, et faire un focus sur le processus d'industrialisation. La deuxième phase sera présentée par mon collègue Clément Azian-Ikouda sur le plan de financement prévu pour 2023. Rapidement sur ce qui est de l'aperçu du pays, disons que le Bénin est une population d'environ 12 millions avec un taux de croissance de population autour de 2,7% par an. Une population encore majoritairement féminine autour de 50% avec une plage de jeunesse au-delà de 60% pour cette population. En ce qui concerne la qualité des institutions politiques, le Bénin a connu quelques progrès en 2018 et 2021 en ce qui concerne CPA, tiré essentiellement par la qualité de la gestion de la dette et les institutions politiques dans le pays. Et nous venons d'en avoir, n'est-ce pas, disons, l'exemple la dernière fois avec l'organisation des élections législatives qui sont passées très bien, avec ce que nous pouvons qualifier aujourd'hui d'une élection plus inclusive, avec l'entrée de l'opposition au Parlement. Disons qu'au niveau de l'indice IMO Brahim, on a connu quelques évolutions, je ne vais pas tarder là-dessus. Parlons de transparence internationale, où nous avons fait un bond en 2021, ceci en raison de toutes les mesures, n'est-ce pas, qui sont en cours dans le pays pour lutter contre la corruption et mettre son importance sur la bonne gouvernance. Il faut dire que, en ce qui concerne l'environnement des affaires, la plupart des agences de notation, que ce soit les agences de notation internationales ou celles de la sous-région, ont confirmé les notes que le Bénin a obtenues depuis 2019. Et l'agence Bloomfield a relevé la note de Coutem du Bénin de A à 2 à A-1- avec perspective positive. Au niveau de l'indice de développement, là aussi il y a eu des progrès. Le PIB par habitant s'est amélioré parce que ces dernières années, le Bénin a quand même réalisé des performances en matière de création de richesse et cela s'est traduit par le niveau du PIB par habitant, ce qui a fait qu'il y a 2 ans, 3 ans de cela, la Banque mondiale a classé le Bénin parmi les pays à revenu intermédiaire, voilà, de niveau inférieur. Donc, on est sorti des pays en développement. Donc, ça montre une fois encore les efforts qui sont consentis dans le pays pour le tirer vers le haut. Bon, nous allons présenter rapidement la situation économique du Bénin de 2019 à 2021 avec un accent sur ce qui s'est passé en 2022 avant de venir aux perspectives. Disons que depuis 2016 et particulièrement en 2019-2021, le Bénin enregistre des croissances soutenues. Une croissance soutenue autour de 6%, tirée par un ensemble de réformes mises en œuvre par le gouvernement, notamment dans le secteur agricole, un effort accru dans des investissements massifs structurants afin de combler le déficit infrastructurel que le pays connaît, pour pouvoir lancer
le modérateur le disait tout à l'heure, les bases d'une transformation structurelle de notre économie. Et tout ceci s'est passé dans un environnement, je dirais, non inflationniste, avec un taux d'inflation contenu sur la période en dessous de la norme communautaire. Il faut dire aussi que nous avons, au Bénin, on peut le dire aujourd'hui, acquis une qualité de gestion de la dette et qui nous a permis de maintenir le taux d'endettement du Bénin sur la période en dessous de 50%. Et ceci est reconnu non seulement par les institutions de Bretton Woods qui, avec les équipes du ministère de l'économie et des finances, font régulièrement l'analyse de la viabilité de la dette qui montre le caractère viable de notre dette et notre capacité à honorer nos engagements. Il faut dire sur la période, le déficit budgétaire tourne autour de 3,6%, malgré les crises que nous avons connues. N'eût été les crises, on serait en dessous du seuil de 3%. Je rappelle qu'en 2019, le déficit budgétaire du Bénin était de 0,5%, mais avec la crise Covid, cela a nécessité les efforts de la part des gouvernements dans le monde entier, et le Bénin n'est pas resté en maille de cela. Mais malgré ça, nous avons réalisé sur la période un déficit autour de 3,6%, qui est quand même une performance. Depuis qu'on a commencé ces échanges, j'ai entendu le mot résilience ici. Les chiffres montrent bien que notre économie, comme les économies de l'Union, se sont montées vraiment résilientes par rapport à la crise sanitaire que nous avons connue sur cette période. Particulièrement au Bénin, il y a eu des mesures qui ont été prises pour faire face à cette crise. L'approche de la gestion de cette crise a été tout à fait innovante. Au lieu d'aller systématiquement au confinement, nous avons eu une approche qui nous a permis, n'est-ce pas, d'isoler la zone que nous considérons, qui a été identifiée comme plus exposée à la pandémie, de l'isoler du pays et permettre à ce que l'activité économique se déroule dans les autres zones et permettre la facilitation de circulation des marchandises dans cette zone, ce qui a permis de renforcer la résilience de l'économie du Bénin. Et on avait fait un taux de 3,8% en 2020, au moment où la plupart des économies au monde étaient en pleine récession. Pour 2022, comme toutes les économies du monde, 2021 était l'année où nous pensons sortir de la crise sanitaire, mais elle a été tout de suite, les espoirs ont été tout de suite estompés par la crise entre la Russie et l'Ukraine en début de l'année 2022. Du coup, le taux de croissance de 7,2 réalisé en 2021, on avait travaillé à réviser cela en tenant compte des impacts éventuels de cette crise sur notre économie. Et ce taux de croissance en avril 2022 avait été réestimé à 5,7%. En ce moment, on était en discussion avec le Fonds monétaire pour un nouveau programme, puisque le programme qu'on avait signé en 2019 était venu à terme. Il fallait signer un nouveau programme. Donc, on était en discussion avec eux. Nous avons aussi également révisé le taux d'inflation à 5%. Donc, face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. En temps, le programme a été signé avec le Fonds monétaire en juillet de l'année passée, et un programme à 2 volets. Il y a la facilité élargie du crédit, le deuxième volet, le MEC, sur 42 mois. Donc, ça fait 3 ans et demi. C'est pour la première fois que le fonds a eu à signer un tel programme. Donc, disons que face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, ce qui fait que lors de la première revue de ce programme avec le fonds en novembre passé, les chiffres ont légèrement évolué par rapport aux estimations d'avril, et le taux de croissance attendu pour 2022 estimé à 6%. Je rappelle que les dernières estimations de comptes trimestriels de l'Institut national de la statistique situaient le taux de croissance au 3e trimestre à 6,2%. Vous constaterez que l'inflation du Bénin est estimée, après cette mission, autour de 2,6%. Ceci pour une raison très simple. Le gouvernement non seulement a pris un certain nombre de mesures pour adresser les produits de grande consommation, et aussi
pour contrôler la sortie frauduleuse des produits agricoles. Il faut rappeler que l'inflation au Bénin, elle est plus agricole qu'importée. Donc, ces deux mesures ont permis de contenir le niveau des prix et de relancer l'activité économique. Le niveau du déficit en 2022 a été creusé en raison de toutes ces mesures que le gouvernement a prises, parce qu'il était projeté à 4,5% en début d'année, parce qu'après la crise sanitaire, on était dans une dynamique de revenir à l'équilibre budgétaire, mais avec la crise en Ukraine, on était obligé, le gouvernement était obligé d'engager un certain nombre de dépenses. Donc, le taux de déficit est attendu alors à 5,9% pour cette année. Le niveau d'endettement, évidemment, si le déficit se crée, ça agit évidemment sur la dette, devait se retrouver au-delà de 50% pour cette année. Bon, disons, qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les 3 prochaines années, à commencer déjà par cette année? Et la politique économique du Bénin et sociale se focalise sur 2 axes principalement. Il y a la consolidation, je dirais, des acquis du premier programme d'action du gouvernement qui avait pour objectif principal la transformation structurelle de l'économie béninoise pour créer un espace pour assurer un mieux-être pour la population et le relèvement de la chaîne des valeurs. Il faut dire que les actions sont essentiellement prévues dans le secteur de l'agricole, l'économie numérique, le modérateur en parlait tout à l'heure, l'économie du savoir, un accent particulier sur la formation ici, la formation technique et l'enseignement technique et la formation professionnelle pour accompagner le processus d'industrialisation. Nous allons aussi poursuivre les grands chantiers, les investissements massifs pour combler davantage le déficit infrastructurel qui persiste et aussi améliorer l'environnement des affaires pour créer les conditions nécessaires de succès à cette politique. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur le processus d'industrialisation qui est le focus de nos échanges? Disons qu'au Bénin, nous avons une politique industrielle qui date de 2003 et qui est actuellement en cours d'actualisation. Mais cette politique visait 5 axes principalement: consolider le tissu industriel existant, promouvoir des entreprises industrielles, les PMI et les PME, améliorer l'environnement institutionnel, juridique et judiciaire ainsi que réglementaire, créer des cadres d'échange pour pouvoir créer les cadres de concertation pour pouvoir assurer, je dirais, la cohabitation entre les différents acteurs, assurer leur participation, pour créer une certaine synergie entre les différents acteurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, si nous faisons un bilan, il y a des choses qui sont faites. Il y a d'autres qu'on n'a pas pu faire. Il était question d'implémenter des industries sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, des zones industrielles ont été créées, des zones franches industrielles ont été créées dans les départements avec une zone industrielle centrale dans la zone de Sémékodi. Mais il faut dire que tout ce qui était prévu, les aménagements n'ont pas été à la hauteur des attentes, effectivement. Il était aussi question de créer un Conseil national de l'industrie, ça n'a pas été créé. Mais aujourd'hui, tout ce qui se fait va dans le sens de consolider cette politique en attendant son actualisation effective. À cet effet, il faut dire que le Code de l'investissement du Bénin a été révisé en 2020 et une loi a été prise pour créer les zones économiques spéciales. Et ce sont ces zones économiques spéciales qui sont aujourd'hui au cœur du processus d'industrialisation du Bénin et qui devaient rester au cœur de cette politique industrielle qui est en cours d'actualisation. Donc, au cœur de ces zones économiques industrielles, il y a une qui est déjà créée dans la commune d'Abomey-Clavi, à quelques kilomètres de Cotonou, zone industrielle de Glodjibé. Donc, cette zone a pour vocation de créer, elle a créé les conditions, puisque la loi l'a déjà prévu, des conditions pour pouvoir inciter les entreprises, les industries à s'installer. Et l'objectif premier, c'est
la transformation des produits locaux. La transformation des produits locaux, surtout du secteur agricole. Notre coton, la majorité est exportée, mais l'ambition ici, c'est de transformer une bonne partie du coton béninois. Vous verrez bien sûr, il y a un centre de formation pour former les jeunes afin qu'ils puissent répondre à ce besoin d'industrialisation. Donc, les conditions sont créées pour que les industries, les entreprises, qu'elles soient nationales ou étrangères, s'installent dans cette zone. Il y a déjà quelques industries qui sont déjà installées dans cette zone, que ce soit dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires, dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'énergie, etc. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont déjà installées, qui sont en train de travailler déjà. Très, très bientôt, on aura des tissus, des polos made in Benin. Donc, voilà, en quelque sorte, très rapidement, ce que je peux dire sur le processus d'industrialisation du Bénin. On n'a pas assez de temps, peut-être dans les échanges tout à l'heure, on pourrait aller sur certains détails. Qu'est-ce que nous pouvons dire concernant le cadre macroéconomique à moyen terme? Il faut dire que 2023, il est attendu une relance de l'activité économique tirée non seulement par le secteur agricole, mais le secteur de la construction, avec un taux de croissance économique attendu à 6,5% et un niveau de déficit qui devait se situer autour de 4,3%. À moyen terme, nous pensons revenir à 6% qui est le potentiel moyen du Bénin ces dernières années, c'est-à-dire à partir de 2024 jusqu'à 2025. Et on pense aussi revenir à l'équilibre budgétaire à partir de 2024 avec un niveau de déficit qui sera autour de 2,9% en 2024 et attendu à 2,8% en 2025. Et tout ceci dans un environnement non inflationniste. Nous l'espérons très bien que la production, oui, bien sûr, agricole sera au rendez-vous. Et nous pensons maintenir les mesures, n'est-ce pas, que le gouvernement a pris jusque-là. Et nous pensons consolider ces mesures pour pouvoir préserver le pouvoir d'achat des ménages et relancer la consommation. Donc voilà, merci. Ce que je voudrais dire sur cette partie. Je vais laisser la parole à mon collègue. Merci. Merci, bonjour à tous. Et donc, au plan budgétaire, il faut dire que nous avons le budget de l'État du Bénin est élaboré sur la base d'un certain nombre d'outils, et notamment la loi organique relative aux lois de finances, le plan national de développement et le programme d'action du gouvernement bénin révélé. Et en plus de ces outils, nous sommes aussi en programme avec le Fonds monétaire international, tel que mon collègue le disait tout à l'heure, et les engagements que nous avons pris avec le Fonds entrent en ligne de compte pour l'élaboration du budget. Au titre de l'année 2023, le budget de l'État est élaboré, voté par le Parlement et déjà mis en exécution pour un montant de 3 033 milliards. Et il faut dire que ce montant est en accroissement par rapport à 2022 de 2,6%. Le budget 2023 est élaboré dans un contexte de poursuite de la consolidation budgétaire. Et comme vous le savez, le Bénin est un bon élève. Et face aux différents chocs dont nous parlons depuis avant-hier, et la Banque centrale a estimé qu'il faut, en plus des mesures de politique monétaire prises, que les États accompagnent ces mesures d'une politique budgétaire adéquate. Et dans cette logique, le gouvernement du Bénin a fait un effort en termes de consolidation budgétaire, ce qui fait que le déficit budgétaire est prévu à 4,3% en 2023 contre 5,9% en 2022. Au niveau des ressources, il faut dire que sur les 3 033 milliards prévus au titre de 2023, nous aurons
globalement des ressources intérieures et extérieures qui vont couvrir ce montant à hauteur de 84%, et les dons budgétaires pour un montant de 3%, et les ressources, disons les autres ressources pour 10%, et enfin les recettes d'ordre pour un montant de 3%. Au niveau des dépenses, et en ce qui concerne les investissements pour lesquels nous sollicitons effectivement le marché par l'émission des bons et obligations sur le marché, et les investissements représentent 18% du montant de 3 033 milliards, soit 960 milliards à investir au titre de 2023. Et il faut dire que ces investissements sont répartis sur les 3 piliers du programme d'action du gouvernement, soit, disons, 80... J'ai un peu du mal à lire. Bon, je crois que vous voyez les différentes répartitions au niveau de l'écran. Et au niveau, sur les 3 033 milliards, disons, le budget dégage un besoin de financement de 1 193 milliards. Et les 1 193 milliards seront couverts à hauteur de 617 milliards 260 millions par l'émission de bons obligations du Trésor sur le marché financier. Et nous aurons 342 milliards de ressources extérieures et les autres ressources pour un montant de 233 milliards. Le montant de 617 milliards à mobiliser en 2023 est en baisse, il faut le dire, de 12% par rapport à 2022, en lien avec la poursuite de la consolidation budgétaire telle que je l'expliquais tout à l'heure. Donc, en plus des 617 milliards, nous aurons des émissions de trésorerie pour un montant de 110 milliards, et ce qui porte le montant total à mobiliser en 2023 à 727 milliards 260 millions. Et ce montant fait l'objet d'un calendrier d'émission. Le calendrier d'émission est élaboré sur la base de notre stratégie d'endettement et du plan de trésorerie prévisionnelle de l'État gestion 2023. Et il faut dire que sur les bons du Trésor, nous aurons à émettre des bons de maturité 3 mois, 6 mois et 12 mois. Et les obligations seront de maturité 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, voire 15 ans. De façon trimestrielle, nous aurons à mobiliser 175 milliards au titre du premier trimestre, 242 milliards au titre du deuxième trimestre, 215 milliards pour le troisième trimestre et 95 milliards au titre du quatrième trimestre. Et les montants à mobiliser sur chaque instrument sont affichés tels que vous le voyez là. De façon détaillée, le calendrier sera publié par UMOA titre. C'est un calendrier qui est déjà disponible. Bon, c'est un peu difficile à lire tel que, mais ce sera publié par UMOA titre. Il faut dire que de façon opérationnelle, le Bénin intervient sur le marché tous les jeudis. Et tous les jeudis, de façon stratégique, nous aurons à intervenir toutes les 2 semaines pratiquement. Nous aurons à faire des émissions. Et le jeudi, comme je le dis toujours pour le Bénin, dans notre tradition, c'est un jour phare. C'est le jour de la femme. Et si vous jetez un coup d'œil dans la salle, vous allez regarder un peu comment toutes les femmes sont ravissantes, très belles. Et il n'y a pas de raison que les émissions du Bénin, les jeudis, ne puissent pas marcher. Ouais. Aujourd'hui même. Excusez-moi, votre présentation est extrêmement intéressante. Et vous allez déborder de 5 minutes et on risque de ne pas pouvoir tenir. Merci. D'accord, je vais finir là.
Donc nous avons une émission aujourd'hui, même 26 janvier 2022, nous avons une émission qui est actuellement en cours. Et je voudrais inviter les investisseurs pour de vérifier encore les consignes qu'ils ont laissées à la base pour souscrire à l'opération de ce jour. C'est très important pour nous. Et pour finir, je voudrais présenter les excuses du ministre de l'Économie et des Finances du Bénin pour les investisseurs qui n'ont pas pu acquérir nos titres sur le marché primaire au titre du 4e trimestre 2022. Il se fait qu'on a arrêté les démissions en octobre et nous avons reçu beaucoup d'appels des investisseurs qui cherchaient à investir sur le Bénin. Et nous avons simplement arrêté parce que nous avons atteint nos plafonds. Et comme mon collègue le disait tout à l'heure, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Et lorsqu'on est en programme, il y a une certaine discipline à respecter. Il y a des ratios à respecter. Et nous n'avons pas le droit de dépasser ces ratios-là. Ce qui fait que nous avons dû arrêter à un moment donné les émissions. Et 2023, nous serons présents toute l'année. Et je vous invite, comme d'habitude, à nous soutenir très, très fortement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour le Bénin, pour cette présentation. Je crois que sans plus tarder, on va passer à la deuxième présentation pour rattraper un peu le temps qu'on a perdu. Donc nous invitons donc la Côte d'Ivoire sur le... Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais introduire en remerciant l'UMOA Titre à travers son directeur adjoint, chargé de l'intérim, pour l'opportunité que vous nous offrez de faire cette présentation, mais aussi saisir l'opportunité pour remercier l'ensemble des investisseurs ici présents pour les montants mobilisés qui sont l'expression de la confiance que vous placez en la Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, afin d'exploiter de façon efficace les 20 minutes, ou peut-être même moins, qui nous seront alloués, je voudrais laisser la parole à mes deux collaborateurs, dont le premier présentera les données économiques, ainsi que la politique d'industrialisation. Il sera suivi de M. Béhi Ange Uriel, qui présentera les données relatives à la dette publique. Vous avez la parole, chers collaborateurs. Merci bien, DG. Donc, à la suite du DG, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a une présentation qui va se faire sur 6 points. Le premier point va parcourir la Côte d'Ivoire en bref, un deuxième point sur la situation économique récente, un troisième point sur les perspectives économiques, un quatrième point sur le processus d'industrialisation et les deux derniers points vont traiter des questions de stratégie d'endettement. Donc, pour ce qui concerne le premier point, au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus grand-chose à dire. La Côte d'Ivoire se situe en Afrique de l'Ouest avec une superficie de 322 432 km², 28 millions d'habitants. On a un PIB par habitant qui tourne autour de 2406 milliards de dollars en 2021 et ce PIB par habitant est estimé à environ à 2349 dollars US en 2023. Au niveau, comment on appelle ça, des ressources naturelles, on a le cacao fève. On a le cacao fève, on a le coton, l'huile de palme, l'EVA, la noix de cajou. D'autres produits, on a l'or, le diamant, le manganèse, on a le pétrole et le gaz. Au niveau de la note CPI en 2021, on a eu 3,6 points supérieurs à la moyenne IDA et au niveau de l'Afrique subsaharienne. L'indice du capital humain, on est à 0,38%. Donc, pour ce qui concerne les prévisions à moyen terme, il faut dire, les prévisions récentes, c'est-à-dire l'année 2022, les prévisions ont été faites dans deux contextes, notamment l'environnement international et l'environnement national. Au niveau de l'environnement international, on a eu une révision à la baisse de la croissance mondiale qui a eu comme conséquence les circuits d'approvisionnement non totalement repris, la persistance de la Covid avec de nouveaux variants apparus en Chine, la ressurgence de la tension géopolitique, particulièrement de la crise russo-ukrainienne,
on a la persistance de l'inflation alimentaire et aussi la hausse des taux directeurs des principales banques centrales. Et au niveau national, ce climat, les prévisions ont été faites dans un climat sociopolitique apaisé, avec la reprise du dialogue politique, le contrôle de la pandémie, la bonne tenue de l'économie nationale, qui a été soutenue par la croissance de l'agriculture d'exportation, les reprises des productions industrielles. On a une inflation qui est en hausse, principalement portée par les produits alimentaires, et puis la bonne maîtrise des recettes. Donc, sur ce graphique, on va essayer de parcourir deux éléments. On a l'évolution du PIB qui était estimé en 2020 à 2%. On a eu 7,4% en 2021 et les estimations pour 2022 sont prévues à 6,8%. On a un taux d'inflation aussi qui dépasse la norme communautaire qui se situe à 4,5% en termes d'estimation pour la période 2022. En ce qui concerne les finances publiques, on a ici le graphique qui présente plus ou moins l'évolution du taux de pression fiscale qui est autour de 13%, donc qui doit ressortir normalement à 13,6% pour la période 2022. Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de regarder un peu l'évolution du déficit. On a un déficit de 5,6% pour 2020. Ce déficit a été amélioré plus ou moins en 2021 et il se dégrade à nouveau à cause du contexte de la russo-ukrainienne. Donc, pour ce qui concerne le moyen terme, les perspectives à moyen terme, il faut dire que les prévisions, sinon les projections, ont été faites sur la base des éléments du PND, notamment la transformation structurelle de l'économie. Donc, ce qu'on veut présenter par ce graphique, c'est les différentes interrelations, les indicateurs macro pour l'année 2023, par 2021-2025. On a un taux d'investissement qui devait tourner au niveau du public autour de 21,21% pour atteindre les 27% en 2025. Au niveau du privé, un taux d'investissement de 20% qui part de 16 à 20%. Et on a une pression fiscale qui devait atteindre 13,9% en 2025. Au niveau des finances publiques sur le moyen terme, toujours, normalement, dans la perspective des prévisions, on devait faire un atterrissage à 3% en 2025, en passant par 4,8% en 2023 et 3,8% en 2024. Donc, pour ce qui concerne le processus d'industrialisation, en termes de bilan, ce qu'il faut dire, on a eu une politique industrielle sur la période 2012-2020 et les éléments qui sont ressortis de cette politique-là, on a eu l'économie ivoirienne qui reste tributaire du secteur primaire et des aléas climatiques, notamment les prix des matières premières. On a un taux de transformation qui est assez faible de deux produits majeurs, notamment la noix de cajou et le cacao, qui sont autour de 12 et de 33%. Donc, on va parcourir quelques produits phares, notamment le cacao, dont le taux de transformation évolue en dents de scie, 26% en 2019, et ce même 26% est encore maintenu pour les prévisions de 2026, en passant en 2020 à 28%. On a le café aussi, qui se comporte en dents de scie, avec 23% de taux de transformation, et qui atterrit à 17% en termes de prévision. La noix de cajou a une bonne tendance, on part de 9% en 2019 pour atteindre environ 19% en 2022. Le dernier produit qui est, l'EVA, qui se comporte assez bien en termes de taux de transformation, de première transformation, c'est important. On a une production d'environ 919 000 tonnes. Et sur ces 919 000 tonnes, en termes de prévision, sur les 9 mois de l'année, on est à 763 000 tonnes de transformation, donc soit un taux de transformation d'environ 83%. De première transformation, je précise. Donc, sur le moyen terme, en termes de perspective, ce qui est fondamental ici, il y a le pilier du PND. Le premier pilier du PND qui est l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement des grappes industrielles. Donc, il faut dire que c'est le premier point que nous allons développer. Les autres points ne seront pas développés au cours de cette présentation. Donc, pour arriver à cela, on a 7 points à parcourir.
Donc, on aura le renforcement de la base industrielle du pays. En 1.2, la révalorisation du potentiel des industries extractives, le développement des infrastructures industrielles, notamment dans les zones industrielles intégrées, réparties harmonieusement sur le territoire national, l'État promoteur et organisateur du secteur privé, notamment par la création des champions nationaux dans les grappes industrielles et leur connexion aux réseaux extérieurs. On a un 5e point qui est le renforcement de la politique de développement des chaînes de valeur. 6e, la promotion de l'emploi. Et un dernier point qui porte sur le développement de la stratégie de soutien à la transformation structurelle. Et tous ces éléments-là, il est important de dire que l'industrialisation se présente comme l'un des 6 piliers du PND et le premier axe stratégique pour accélérer la transformation structurelle de l'économie. Pour catalyser l'expansion de l'industrie, il est prévu la création de 7 grappes industrielles considérées comme prioritaires, la mise en œuvre de la politique de transformation des produits agricoles à travers la création de 9 agropoles. Donc, au niveau des grappes industrielles, on a l'élément 1 qui est l'agro-industrie, le 2, c'est la chimie, 3, les matériaux de construction, 4, la pharmacie, 5, l'industrie textile, 6, l'emballage, 7, les pièces de rechange et automobiles. Et il faut noter qu'il y a d'autres niches, de croissance à exploiter, notamment l'économie numérique, l'industrie du tourisme et des loisirs et l'industrie créative. Et à côté de cela, on va parcourir les 9 agropoles. Il y a 9 agropoles à mettre en œuvre, dont il y a un déjà qui est opérationnel, 3 qui sont en cours de mise en œuvre. Donc, et qui sont répartis équitablement sur l'ensemble en fonction des potentialités des zones, sur l'ensemble du territoire. Donc, en fonction des spécificités des zones. Donc, on a un pôle de transformation des cultures vivrières qui va se retrouver dans la zone nord au niveau du Kabadougou. Le pôle académique de recherche et de transformation, un autre grenier des produits vivriers de la zone, un second pôle de transformation des cultures de rente alimentaire pour le port de San Pedro, un pôle de transformation et d'exploitation des produits, des fruits et de la noix de cajou, un pôle agroécologique et agrodiversification, un pôle académique de transformation, un bassin vivier de la zone agro-industrielle à proximité d'Abidjan et un second bassin vivier agro-industriel à proximité de la zone d'Abidjan. De façon spécifique, pour un produit essentiel, on aura des parcs industriels pour la NACAD spécifiquement, qui est réparti dans différentes zones, notamment au niveau de la zone de Séguéla, il y aura 15 hectares aménagés à cet effet. Au niveau de la zone de Korogo aussi, on a 25 hectares qui sera aménagés à cet effet. Au niveau de la zone de Boaké, 15 hectares aussi. Yamoussoukro, 15 hectares. Et au niveau de Bouna, dans le Gontougo, on a 15 hectares qui seront aménagés pour accélérer la transformation de la NACAD. Les ambitions de transformation. Pour atteindre les ambitions de transformation, il serait important la mise en œuvre d'unités de stockage, la mise en place d'unités de transformation et la mise en place d'unités de conditionnement. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue pour terminer au niveau des autres éléments. Merci, bonjour à tous. Donc, pour les contraintes de temps, je vais sans transition poursuivre. Alors, le tableau que vous voyez, pour ceux qui suivent un peu la stratégie de la Côte d'Ivoire qui est partie au sortir de la crise d'une répartition de ressources extérieures-intérieures dans une proportion de 70-30, donc voir en moyenne ici dette extérieure 45 et dette intérieure 55, c'est vraiment une révision de la stratégie qui dit une seule chose, c'est que la Côte d'Ivoire se tourne véritablement vers le marché intérieur de plus en plus. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est ensemble, avec vous les investisseurs, on sera encore de plus en plus ensemble. Voilà. Parce que là, on ne sera plus beaucoup plus à l'extérieur comme on le faisait, mais on vient à 55
en moyenne de dette intérieure. Ce que vous voyez en bas, c'est vraiment la répartition en termes d'instruments. Alors, pour faire un petit bilan de 2022, donc à fin 2022, nous avons pu mobiliser 3 301 milliards de francs CFA pour un objectif de 2 832,5 milliards, donc un taux de réalisation de 116,54%. Ces 16,54%, c'était des besoins supplémentaires qui sont apparus au niveau du 4e trimestre, donc qui n'avaient pas pu être pris en compte dans le collectif. Donc au niveau de la loi de règlement, cela sera pris en compte. Donc, comme vous avez pu le voir, au niveau... Merci. Au niveau régional, donc marché local, nous avons pu lever 2678 milliards. Et puis au niveau des financements internationaux, on a pu avoir 622,7 milliards. Alors, donc, la stratégie est un document ou une vision, on va dire, à moyen terme, qui est mise en œuvre de façon annuelle à travers ce qu'on appelle le plan annuel d'emprunt ou de financement, qui prévoit donc pour 2023 un total de 4 881 milliards. Donc les décaissements attendus sur les emprunts projets et les emprunts programmes sont autour de 1876 milliards et les financements sur les marchés donc, sont à hauteur de 3104,5 milliards. Répartis comme suit, donc en devises, on aura 540 milliards. Et sur le marché régional, sur le marché local, nous prévoyons 2564,57 milliards. Voilà, donc ici nous pouvons voir dans le tableau comment est-ce que ces 3104,6 milliards seront les instruments que nous allons utiliser pour pouvoir mobiliser ces montants. Donc comme je disais, sur le marché local, c'est 2564 milliards, avec des bons assimilables du Trésor à hauteur de 325 milliards, les obligations assimilables du Trésor à hauteur de 835 milliards, les emprunts obligataires à hauteur de 1404,6 milliards. Et à l'international, nous aurons une mobilisation de 540 milliards. Donc c'est vraiment le plan pour 2023, le recours au marché. Reparti trimestriellement, donc nous aurons au premier trimestre à lever au total 655 milliards. Vous avez les instruments qui seront utilisés, qui sont là. Au deuxième trimestre, 710 milliards à lever. Au troisième trimestre, 670 milliards. Et au quatrième trimestre, 529,6 milliards. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que si vous avez des questions, nous continuerons. Merci. Merci beaucoup. Merci donc pour la Côte d'Ivoire, donc pour ces deux belles présentations. On se rend compte qu'en fait, les différentes politiques industrielles et les processus d'industrialisation dans les pays africains, notamment dans le cas de ces deux pays, sont essentiellement orientés vers la valorisation des produits agricoles, donc des produits du secteur primaire, mais également il y a une tentative de diversification. Je crois qu'en bonne partie, c'est la crise du Covid qui a permis, qui a obligé beaucoup de pays à maintenant s'orienter vers d'autres produits tels que par exemple le secteur pharmaceutique, donc qui était un secteur qui n'était pas privilégié mais qui est devenu une priorité. On parle de souveraineté sanitaire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Bon, et il y a le secteur des constructions, etc. Donc, comme le focus aujourd'hui est essentiellement sur le processus d'industrialisation par rapport à ces deux pays, je vais essentiellement orienter mes questions par rapport à ce processus d'industrialisation. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ce processus.
Par rapport au temps qui nous est imparti, je vais essayer de les concentrer sur 4 essentiellement séries de questions, 2 par pays. Ok, d'accord, voilà. Donc la première question, je vais l'adresser à la Côte d'Ivoire. L'allant sur vraiment les questions, les problématiques où ça se pose avec acuité. La question, par exemple, de la gouvernance industrielle. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir au niveau de la Côte d'Ivoire, donc cette question de la gouvernance industrielle, dans quelle mesure elle est prise en compte dans la conduite du processus de développement industriel dans le pays. Alors, la question de la gouvernance industrielle pose le problème d'abord de la planification stratégique. Ensuite, les mécanismes et dispositifs qui permettent la mise en œuvre de ce qui a été planifié au plan stratégique et tout ce qu'il y a comme indicateur de performance. Je voudrais dire que l'ancrage en termes de gouvernance institutionnelle, industrielle, donc pour la Côte d'Ivoire, c'est le programme national de développement. Le programme national de développement prévoit les axes prioritaires et les domaines et secteurs d'activité qui sont retenus. Alors, tout à l'heure, on a indiqué que les domaines qui sont retenus, avec les 4 grappes, enfin du moins les 7 grappes qui sont des clusters, c'est ce qu'on a indiqué, à savoir l'agro-industrie, la pharmacie, la plasturgie, la chimie, ainsi que les autres éléments. Toujours au niveau de la gouvernance industrielle, je voudrais saisir l'opportunité pour dire que la déclinaison à partir du plan national de développement se fait à travers ce qu'on appelle le programme d'investissement prioritaire, toujours au niveau de l'industrialisation, et le programme de travail du gouvernement, qui sont prévus, qui sont des documents donc de cadrage pour la gouvernance industrielle également. C'est le lieu d'indiquer que nous avons un partenariat pays avec l'ONUDI, sur lequel je voudrais mettre l'emphase, puisque vous en êtes le responsable, ici au Sénégal. Ce programme de partenariat pays pour la Côte d'Ivoire a déjà connu une première étape, à savoir le diagnostic industriel qui a été déjà établi et publié en Côte d'Ivoire. Et nous sommes aujourd'hui à la phase de rédaction, conception, rédaction, de finalisation du document de programme qui va reprendre les axes prioritaires, mais pour vous rassurer, il est tout à fait en phase avec le programme national de développement. Il contient également les obstacles à lever pour créer les conditions d'un secteur privé fort en matière d'industrialisation. Et donc, l'essentiel de ce programme pays en matière d'industrialisation qui est exécuté en relation avec l'ONUDI, c'est l'accompagnement de la chaîne de valeur industrielle, un appui à l'accompagnement de la chaîne de valeur industrielle. Oui. Excusez-moi de vous couper. En fait, par rapport à cette question de gouvernance industrielle, oui, je suis particulièrement intéressé par
3 questions. Oui. D'abord, le niveau de suivi de la politique industrielle. Est-ce que c'est au niveau de la stratégique de la présidence, de la primature, ou bien uniquement au niveau du ministère industriel? C'est important parce que le secteur industriel le développement touche à plusieurs secteurs, et le niveau de suivi de cette politique industrielle est extrêmement important. L'autre question, c'est par rapport au dispositif d'information. Donc, par rapport à cette gouvernance, quel est le dispositif d'information et de suivi et évaluation, enfin, le dispositif d'accompagnement? D'accord. J'allais en venir. Je voulais d'abord, comme vous aviez parlé du partenariat pays, je voulais en venir par la suite. Mais je vais faire court alors sur cet aspect pour dire que nous avons un ancrage supranational. Nous avons un ancrage supranational au niveau de la primature qui permet de régler les problèmes de fluidité entre les départements ministériels. Donc l'ancrage est au plus haut niveau. Cet organe-là, au niveau de la primature, permet aussi de fixer les principales orientations et de lever aussi les obstacles, de déterminer tout ce qu'il y a comme système d'incitation et de sanctions. Vous avez aussi un autre ancrage au niveau donc des ministères techniques qui permettent donc de suivre, d'assurer le suivi et évaluation, par exemple au ministère de l'Industrie, mais aussi dans les autres ministères, au ministère de l'Agriculture, au ministère des Mines et de l'Énergie. Vous avez aussi toujours au niveau de la gouvernance et donc du suivi, vous avez la mise en place d'un observatoire qui va permettre de surveiller un peu la mise en œuvre de la politique d'industrialisation, ainsi que des unités statistiques sur les statistiques industrielles et sur la veille technologique et économique dans ce domaine-là. Vous avez également, toujours à ce niveau-là, une plateforme de concertation avec le secteur privé pour prendre en compte le point de vue du secteur privé en matière d'industrialisation. Donc, vous avez aussi toujours, pour faciliter un peu l'appui au secteur privé en matière d'industrialisation, nous avons des organes pour faciliter le climat des affaires. Donc, c'est autant d'éléments qui permettent d'assurer le suivi, en plus de l'ancrage au plus haut niveau. Il y a aussi, au niveau des ministères, des cellules en charge de l'évaluation pour s'assurer des effets ou de l'impact de ces politiques-là sur les secteurs stratégiques en matière d'industrialisation, ainsi que sur l'environnement, sur l'énergie et sur les populations, donc en matière de pauvreté. Voilà ce que je voudrais dire sur l'ancrage et la gouvernance. Merci beaucoup. Je vais passer au Bénin. Justement, une question qui est liée à cette question de gouvernance, c'est la question de la transversalité de l'industrie. Aujourd'hui, la mise en œuvre, la transformation des produits agroalimentaires exige une forte collaboration entre le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture et d'une manière générale le ministère du secteur primaire, élevage, pêche, etc. Aujourd'hui, également, pour faire du développement industriel, la formation professionnelle est capitale, parce qu'en général, il y a un gros problème à ce niveau d'inadéquation entre les besoins des industries, surtout que parfois c'est des besoins très spécifiques, et le système éducatif, donc, qui développe une approche par l'offre plutôt que par la demande, le ministère de l'innovation, etc. Donc, cette transversalité, comment elle est prise en compte dans la mise en œuvre de la politique industrielle au Bénin? Merci beaucoup, monsieur Si. Et il faut dire qu'au Bénin, disons que c'est une approche intégrée qui est en cours dans le processus d'industrialisation. Donc tous les acteurs ils sont impliqués
à commencer déjà par le ministère de l'Agriculture, n'est-ce pas, qui est, je dirais, l'ouvrier en ce qui concerne la mise à disponibilité des matières premières, en fait. C'est parce que l'industrie, notre processus d'industrialisation, comme je le disais tout à l'heure, fait un focus sur la transformation de la production agricole, la transformation de ces produits. Donc, il y a une organisation qui est mise en place pour assurer la participation de tous les acteurs, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture. Et tout ceci avec l'implication du ministère du Développement qui s'occupe du processus de planification, n'est-ce pas, pour pouvoir s'assurer que l'ensemble de ces mesures sont en cohérence avec le plan national du développement et avec le programme d'action du gouvernement qui est chargé d'opérationnaliser, n'est-ce pas, le plan national du développement. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le processus qui est en cours, il faut déjà dire, après le diagnostic, il a été constaté qu'il fallait compartimenter le pays. Il fallait compartimenter le pays en zones agricoles, en tenant compte des potentialités de chaque zone. Au Bénin, aujourd'hui, vous avez 7 zones, 7 pôles agricoles qui sont chacun dirigés par des agences et dont le rôle est de travailler pour pouvoir mettre un accent particulier sur les potentialités de ces zones. Et pour accompagner cela, comme le disait tout à l'heure, un accent est mis sur la formation. La formation, il est prévu, n'est-ce pas, la création de 30 lycées agricoles pour pouvoir prendre en charge, je dirais, les potentialités de ces communes. Vous savez, et de ces zones agricoles, vous savez, la formation, même dans le secteur agricole, c'est la formation du type général. Mais, vu l'ambition qu'est la nôtre, il est normal que nous préparons des hommes qui sont capables de prendre en charge le développement de ces zones agricoles. Donc, ces 30 lycées qui ont été identifiés en tenant compte des différentes zones vont être opérationnalisés à partir de 2023 pour pouvoir accompagner les produits. Il est aussi prévu les industries de transformation des produits dans ces zones. Lorsque vous prenez, je dirais, la zone 5 par exemple, ce sont les agrumes, c'est-à-dire l'orange, les mangues, etc., un certain nombre de choses. Et il y aura des industries qui vont être créées dans ces zones pour pouvoir prendre en charge, pour être capable de transformer l'ensemble de ces produits qui vont être créés par ces zones. Donc, les agences vont jouer un rôle particulièrement d'appui, conseil, pour assister les paysans et les orienter, les donner des conseils pour les itinéraires techniques, et les lycées vont former les gens pour mettre ces gens-là à la disposition de ces zones pour pouvoir les accompagner. Donc la politique industrielle actuellement qui est en cours d'actualisation tient compte de cette intégration entre les différents secteurs. Parce que le processus, c'est la production, évidemment la transformation, le stockage et le conditionnement, et assurer la qualité de ces produits, afin que ces produits qui vont être transformés répondent aux normes internationales et sous-régionales. Et pour réussir, on ne peut pas faire ce travail-là, chaque ministère de son côté. Donc tous les ministères, tous les acteurs sont impliqués dans le processus d'industrialisation en cours. Merci beaucoup. Bon, j'ai envie de poser d'autres questions, mais bon, pour gérer le temps, je vais revenir donc sur la Côte d'Ivoire. Vous avez lancé un grand chantier de 9 pôles industriels. C'est un programme extrêmement ambitieux, hein, surtout que c'est quelque chose de nouveau qui mobilise beaucoup d'acteurs, des ressources financières, du savoir-faire. Et donc, qui nécessite parfois le recours à des partenariats étrangers, notamment parce que, bon, compte tenu de l'avance qu'ils ont sur nous, quelle est la stratégie de partenariat public-privé qui est développée dans ce domaine-là, notamment par rapport à votre loi sur les PPP? Oui, c'est ça. Nous avons en Côte d'Ivoire
comité national. Nous avons un comité national de pilotage des partenariats publics et privés qui réfléchit donc, dont la mission est de réfléchir et concevoir la stratégie en matière de partenariat public-privé. Et ce comité national-là de pilotage valide aussi les programmes annuels de partenariat public-privé et a pour mission d'encadrer et d'assister les autorités contractantes. La stratégie, c'est qu'au niveau donc, de l'industrialisation, nous avons des projets qui sont confiés aux partenaires privés. Par exemple, au cours du PND 2016-2020, nous avons eu 70 projets qui ont été financés, dont 12 prioritaires. La stratégie, c'est de faire en sorte que le financement soit assuré par ces partenaires privés dans les domaines tels que l'énergie, et tout ce qui est infrastructure d'accompagnement et d'appui industriel. C'est le choix que nous avons fait pour que dans les autres domaines, nous passions par d'autres sources de financement. C'est ce que je voulais dire essentiellement sur ce point. Par rapport à la promotion des investissements, c'est des gros chantiers, on fait des parcs industriels, mais il faut les remplir. C'est comme dans les hôtels, vous faites beaucoup de chambres, il faut remplir ces chambres-là. Quelle est la politique de promotion des investissements par rapport à la mobilisation des investisseurs nationaux, mais également des investisseurs pour remplir ces parcs industriels? Surtout qu'on a fait beaucoup d'un seul coup, il faut les remplir, ça pose de sérieux problèmes, ce n'est pas évident. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Disons que, comme je le disais dans la présentation tout à l'heure, les zones d'économie spéciale sont au cœur de ce processus d'industrialisation. Il faut dire qu'au sein de ces zones, il y a des facilités qui sont créées pour les entreprises, qu'elles soient nationales ou étrangères. Et il s'agira de mettre en place un certain nombre de mesures, que ce soit des mesures fiscales, des mesures d'accompagnement, voilà, pour pouvoir inciter ces entreprises à s'installer. Il faut déjà dire d'abord, aujourd'hui, la viabilisation de ces zones est de rigueur. Il y a une société qui est créée pour gérer ces zones d'économie spéciale et qui travaille à ce que ces zones soient viabilisées. Bon, ici, il y a comme je le disais, des incitations fiscales, des exonérations pour accompagner ces entreprises, les facilités dans le processus de recrutement. Il y a des lois qui ont été prises dans ce sens pour pouvoir faciliter cet environnement des affaires. Nous avons créé, il n'y a pas longtemps, le tribunal de commerce pour faciliter le règlement des litiges. Et là, l'année passée, le gouvernement a créé un tribunal pour le foncier, quand nous savons le rôle que le foncier peut jouer dans ce processus d'industrialisation. Au Bénin, il y a eu beaucoup de litiges. Des litiges fonciers et à l'analyse, il était question de créer ce tribunal qui est spécialement destiné à prendre en charge ces dossiers. L'autre chose, en ce qui concerne les nationaux, l'accent est mis sur les start-up. Il y a une loi aussi, là, qui est en cours actuellement au Parlement pour pouvoir favoriser l'émulation de ces start-up. Il faut dire, au Bénin, on avait plusieurs initiatives pour accompagner les PMI et les PME, mais les résultats n'étaient pas probants. Et après avoir fait un diagnostic, on avait identifié qu'il était nécessaire de créer une agence spécifique qui s'occupe de l'accompagnement de ces PMI et PME. L'idée, c'est que
quand une PMI ou une PMI arrive au niveau de cette agence, qu'elle est un interlocuteur unique, que ce soit pour les problèmes de financement, que ce soit le problème d'autres accompagnements, etc. Donc, cette agence aura plusieurs guichets. Il faut aussi dire qu'il y a un cadre de concertation permanent qui existe entre le secteur privé et l'administration, qui a été institué par un décret présidentiel et qui se réunit régulièrement, qui réunit les acteurs du secteur privé pour identifier quels sont leurs problèmes et tous les acteurs de l'administration, que ce soit du secteur agricole, que ce soit du ministère des Finances, que ce soit du ministère du Commerce. En tout cas, tous les acteurs se réunissent régulièrement pour faire le point de la mise en œuvre et quels sont les besoins. Et au niveau du ministère, au niveau de la direction générale de l'économie, nous avons une direction qui s'occupe de la coopération économique, qui régulièrement accompagne ces entreprises et fait remonter ces besoins vers les autorités afin qu'une prise en charge plus concrète puisse être faite. Donc voilà ce qui est fait pour améliorer l'environnement des affaires et créer des conditions vraiment pour l'installation de ces entreprises. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers le public. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons le temps de prendre 2 questions du public. Voilà, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Toujours répondre rapidement. On leur apporte des micros, s'il vous plaît. Présentez-vous et puis voilà, posez votre question. Merci. Jacob Kaboré, Ecobank Burkina. Et merci pour les 2 brillantes présentations. En tant que trésorier, j'ai une question qui va aller direct sur mon métier, pas l'industrialisation. Dans les 2 présentations, au niveau du Trésor public du Bénin et de la Côte d'Ivoire, on a vu que le volume des financements extérieurs attendu est de 340 milliards pour le Bénin, 540 milliards pour la Côte d'Ivoire. Et qui dit financement extérieur, c'est des emprunts bilatéraux, le plus souvent en devises. Est-ce que sur la portion haute que l'euro, vous avez prévu un mécanisme de couverture? Parce qu'aujourd'hui, les banques ont cette expertise-là d'accompagner les États dans le cadre de la couverture du risque de change. Merci. Godson Goudjetandi, CCE Banque Bénin. J'ai une première question pour M. Maliksi. C'est de savoir quelle est la place que l'ONUDI donne à l'éducation dans le processus d'industrialisation de l'Afrique. Ensuite, pour la délégation du Bénin, ma question est de savoir quel est le cadre politique, mais quelles sont les mesures politiques, et essentiellement le cadre juridique, qui est mis en place ou qui est prise pour que les populations locales, dans le cadre de l'industrialisation, enfin l'agro-industrie, pour que les populations locales ne soient pas des fournisseurs de matières premières, qu'ils soient vraiment des acteurs de ce processus d'industrialisation. Merci. Oui, je vais répondre à cette question et puis après je vous laisse répondre à la première question. Concernant la place de l'éducation dans le processus, nous sommes en train de chercher à changer de paradigme. Jusque-là, nous avions un système de formation éducative basé sur une approche par l'offre. Donc aujourd'hui, nous avions des écoles qui forment des gens sans tenir compte de la demande. Aujourd'hui, si je prends le cas du Sénégal, nous sommes en train de travailler à élaborer une demande parce qu'aujourd'hui, nous connaissons un peu les différents chantiers industriels qui sont en cours. Si vous prenez par exemple le parc de Diamniadio, on connaît les entreprises qui veulent s'installer. Vous entrez dans le business plan, vous connaissez exactement les profils. Ils ont besoin de combien d'ingénieurs, ils ont besoin de combien d'ouvriers qualifiés, ils ont besoin de combien de chauffeurs, etc., etc. Donc, essayez de changer de paradigme et d'anticiper. Ces chantiers-là vont prendre 2 ou 3 ans pour se mettre en place. On a le temps quand même de former des cohortes, mais basées sur le profil pour augmenter le taux d'insertion. Parce qu'il y a beaucoup de chômage, de gens qu'on forme, mais qui ne correspondent pas. Par exemple, je donne un exemple, une entreprise spécialisée dans la production de cartes bancaires. Ils ont perdu 2 ans à former des gens parce que pour faire des cartes bancaires, c'est extrêmement compliqué et sophistiqué. Pourtant, ils sont en train d'aller chercher des ingénieurs de très haut niveau en informatique, mais il a fallu les reformer, parfois même à l'étranger, en France, au Maroc, pour pouvoir les mettre à niveau. Donc, on s'est dit qu'il faut changer de paradigme. Il faut essayer de voir comment former des gens, mais en partant cette fois-ci de la demande et essayer de changer même le curriculum de formation. Par rapport à la deuxième question, en fait, c'est la question du contenu local. Aujourd'hui, si vous prenez le cas des projets agropoles, l'idée c'est de dire on laisse de la place pour de grands industriels
y compris des industriels qui viennent de l'étranger, qui sont intéressés à produire en Afrique pour exporter dans la sous-région africaine ou parfois même en Europe parce que c'est plus proche ou bien on offre un cadre beaucoup plus avantageux. Mais aussi, on laisse de la place à des petites industries de transformation. Donc, les parcs industriels, tout le monde a de la place. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, en fait, ça permet de pousser des gens de la transformation artisanale vers la semi-industrie. Hein, donc, pour répondre rapidement à ces deux questions. Maintenant, je laisse la parole aux autres pour la première question. Merci beaucoup. Merci. Je crois, avec la permission du DG. Je pense que la question posée à l'équipe de la Côte d'Ivoire, tout essentiellement, c'est la question du risque de change et de sa couverture dans un environnement devenu très volatile. Donc, pour ceux qui suivent un peu, le narratif de l'histoire de la Côte d'Ivoire sur les marchés, en 2014, au moment où on sortait à l'international, on sortait avec des émissions eurobonds entièrement en dollars. Et au fur et à mesure, après, nous avons fait des émissions couplées dollar-euro. Et puis, les dernières émissions ont été simplement en euros. Pour dire que la question du risque d'échange est vraiment au cœur de l'action de gestion de la dette publique. Donc, les ressources à aller chercher à l'extérieur pour 2023 sont prioritairement de l'euro. Nous cherchons prioritairement de l'euro sans être fermés à d'autres devises, bien sûr. Et pour ces devises-là, on partirait directement vers des couvertures au niveau du change. Comme on l'a fait au moment où on parle pour ces premiers titres publics émis en 2014, le dollar, qui ont été couverts au moment où on parle. Donc, c'est prioritairement de l'euro, pour me résumer, ou d'autres devises, mais avec lesquelles on mettrait en place des couvertures immédiatement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut poser une autre question ou bien c'est... Ah, du Bénin, oui, allez-y. Merci. Par rapport aux questions de risque de change, il faut dire qu'au Bénin, les questions de risque de change aujourd'hui sont maîtrisées. Et comme vous le savez, les eurobonds que le MEDE a eu à faire l'ont été principalement en euros. Donc, il n'y a pas de risque de change. Maintenant, pour la dette bilatérale, extérieure bilatérale, comme l'intervenant le demande, à ce niveau, les risques aussi sont maîtrisés. Et si vous permettez de façon très précise, j'ai un collègue qui s'occupe de cette volée dans la salle, il pourra intervenir en 2 secondes sur ça. Monsieur Anago. Merci. François Anago de la Caisse autonome d'amortissement. Je suis chef service reporting. Alors effectivement, comme M. Aziani Kouda vient de le dire, au Bénin, nous avons une stratégie qui, depuis un certain nombre d'années, déjà depuis 2017, a été prioritairement orientée vers la mobilisation de l'euro. Et ce qui fait qu'à ce jour, quand vous regardez la structure de la dette du Bénin, nous avons un moins de 20% de notre portefeuille qui est en devise extérieure fluctuante. Donc, un niveau d'exposition qui est quand même suffisamment bas. La totalité de nos eurobonds que nous avons levés depuis 2019 sont en euros. Nous n'avons bond dans une autre devise en dehors de l'euro. Et pour ce qui est des dettes à venir, la stratégie se poursuit, c'est toujours orienté principalement vers l'euro. Et compte tenu de la situation de l'environnement international, nous avons aussi des démarches qui sont en cours en matière de gestion
de risque de change pour tout ce qui concerne la couverture. Et le collègue qui a posé la question, Ecobank Burkina, nous avons aussi des discussions qui sont en cours avec. Nous avons même eu déjà des séances d'échange par rapport aux différentes stratégies de couverture en la matière. Oui, merci. Merci beaucoup. Malheureusement, les contraintes de temps ne nous permettent pas d'aller plus loin que ça. Il faut juste dire que vraiment c'est un sujet extrêmement important. Tous les pays africains sont en train de se lancer dans ce processus d'industrialisation, surtout avec la ZLECAf, avec les possibilités que ça offre. Mais malheureusement, voilà, le temps a été trop court. Et puis, je pense que également, ça aurait été intéressant dans le casting des délégations d'avoir des agents du ministère de l'Industrie. Mais bon, ça a permis au moins d'impulser une discussion. Peut-être qu'il y aura d'autres plateformes qui permettront d'aller plus en profondeur sur cette question-là qui est extrêmement importante. Merci beaucoup. Des applaudissements pour les panélistes. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, M. Maliksi, pour la modération. Merci. Merci à tous les panélistes. Merci beaucoup.